Merci beaucoup et très heureux d'être avec vous ce soir et merci de cette invitation. Merci à la Banque cantonale, dont je sais, Monsieur le Président, qu'elle est un soutien ancien et régulier des projets lyonnais. Donc je suis d'autant plus heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, je vais vous parler effectivement de l'expérience qu'on mène depuis 2013 à Lyon en matière de métropole intelligente. J'essaierai d'être complémentaire de ce que nous a dit Raphaël et de ne pas être redondant. Il faut peut-être que je prenne ça pour faire avancer les slides. Ça ne se fera pas tout seul. Peut-être quelques mots pour parler de la métropole de Lyon. Alors je sais qu'ici, on connaît beaucoup mieux la réalité française qu'en France, la réalité suisse. Mais comme je sais qu'en France, même on ne connaît pas vraiment ce qu'est cette expérience un peu originale de la métropole, je voulais quand même vous dire qui nous étions et ce que nous faisions avant de rentrer dans notre politique de métropole intelligente. Vous ne savez peut-être pas qu'effectivement, le 1er janvier 2015, on a à Lyon, et c'est le seul endroit en France, supprimé une couche de ce fameux millefeuille administratif français, dont on souligne à quel point il est parfois absurde et complexe pour le citoyen, en supprimant effectivement sur le territoire de la métropole du Grand Lyon, ce qu'on appelle la communauté urbaine de Lyon, le niveau départemental. C'est-à-dire qu'en fait, le département et la communauté urbaine ont fusionné en une seule collectivité, la métropole de Lyon. Et aujourd'hui, on a deux territoires. On a un département du Nouveau-Rhône, 400 000 habitants, et puis on a cette métropole de Lyon qui a repris l'ensemble des activités du Conseil général, du Conseil départemental. C'est une initiative unique en France. Normalement, Marseille devrait suivre. Et on a maintenant un ministre de l'Intérieur qui est notre ancien maire et qui sans doute va essayer de dupliquer cette expérience lyonnaise sur d'autres métropoles françaises. L'intérêt de cette fusion, c'est évidemment d'une part d'être plus clair pour le citoyen et puis d'essayer aussi d'être plus efficace et de réduire les coûts dans la mesure où on a supprimé un échelon administratif. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui cette collectivité territoriale unique en France. Quelques chiffres, 1 300 000 habitants, c'est 59 communes. 59 communes donc, qui, depuis 45 ans, se réunissaient au sein d'un établissement public de coopération et qui maintenant se réunissent au sein d'une collectivité territoriale. Voilà quelques chiffres, un budget de 3,2 milliards, dont 600 millions d'investissements par an. Voilà l'étendue des compétences de cette métropole lyonnaise aujourd'hui. Alors c'est évidemment toutes les compétences de l'ancienne communauté urbaine, tout ce qui a trait à l'urbain, évidemment déplacement, aménagement, voirie, propreté. Toute la partie qui vient du conseil général, du conseil départemental, donc toute la dimension sociale, personnes âgées, handicap, emploi, habitat, logement. Et puis la partie dont j'ai la responsabilité, qui est toute la partie développement économique, savoir, culture, numérique, toute la partie effectivement qui permet la croissance et le développement et le rayonnement de ce territoire. C'est à peu près 8700 personnes qui travaillent au sein de cette métropole sur 57 maisons, dites maisons de la métropole, et qui assurent ce fonctionnement de cette grosse maison, de ce gros bateau. J'y reviendrai parce que finalement, la métropole intelligente, c'est aussi le moyen de transformer aussi cette grosse maison qu'est la métropole de Lyon, essayer d'y intégrer de l'agilité, de la transversalité, mais j'y reviendrai. Alors Raphaël l'a dit tout à l'heure, évidemment le concept de ville intelligente évidemment est né de cette croissance du fait métropolitain et du fait urbain. On dit aujourd'hui qu'il y a 300 villes qui représentent plus de la moitié du PIB mondial aujourd'hui, donc la croissance elle se fait dans ces métropoles, et Lyon fait partie de ces 300 métropoles. Mais c'est ces métropoles aussi qui sont confrontées, on le soulignait tout à l'heure, à tous les problèmes de l'urbanisation, la pollution, les problèmes de trafic, les problèmes d'insécurité, les problèmes de propreté. Et finalement, les métropoles sont en même temps les lieux des difficultés, des problèmes aujourd'hui de ce monde moderne, mais aussi les lieux où peuvent s'inventer les solutions, parce que ces métropoles, elles attirent aussi les talents. C'est là que naissent des start-up, c'est là qu'il y a des centres de recherche. Donc finalement, on est en même temps les lieux où se créent les problèmes et en même temps, on espère, les lieux où peuvent se créer, s'inventer les solutions. C'est comme ça qu'en 2013, on a effectivement lancé, peut-être parce que c'était la mode, parce que tout le monde le faisait, la Smart City, la métropole, la ville intelligente se déployait sur l'ensemble des grandes métropoles mondiales.
donc on ne pouvait pas y échapper, mais au-delà d'un phénomène de mode, c'était aussi la nécessité pour nous de mettre un mot ou un nom sur un ensemble de politiques et de réalités qui étaient en train d'émerger au sein de la collectivité et qu'on a finalement, pour lequel on a trouvé ce nom de métropole intelligente. Alors c'était évidemment répondre, et on l'a dit, à un certain nombre de défis urbains, je reviendrai bien sûr, et on le verra à travers un certain nombre d'exemples. C'était aussi prendre en compte ce que le numérique apporte aussi dans cette capacité, tout à l'heure on le soulignait, d'intégrer l'usager, les citoyens, dans la définition des politiques publiques, mais aussi dans la concertation et la participation citoyenne. C'était l'enjeu effectivement que ces outils que nous avons tous nous permettent effectivement de développer cette intelligence collective. C'était aussi de favoriser à travers des nouveaux projets, de nouveaux appels à projets, de l'innovation et de la créativité, notamment à travers des start-up qui émergent sur le territoire et les partenariats qui peuvent se créer entre le monde des entreprises et l'université et les centres de recherche. Et puis c'est finalement d'inventer peut-être un mode de vie à la lyonnaise, de nouveaux modes de vie, et cette ville agréable à vivre, cette ville durable qu'on soulignait tout à l'heure, la ville intelligente, c'est évidemment une ville facile à vivre et agréable à vivre pour ses citoyens. Ce projet s'est construit donc depuis 2013 autour d'un certain nombre de projets, plus d'une centaine de projets d'expérimentation, encore une fois dans différents domaines, avec évidemment le soutien du monde universitaire et scientifique de la métropole, et notamment un laboratoire d'excellence vraiment dédié à ces sujets qui est l'IMU, l'Institut du monde urbain. C'était un projet évidemment qui incluait beaucoup le monde privé, le secteur privé. Quand on dit 289 partenaires, c'est beaucoup d'entreprises privées, des plus grosses aux plus petites, et un ensemble de partenariats dans le cadre de programmes européens avec des villes étrangères et des villes internationales. Le projet s'est construit beaucoup autour des thèmes de l'énergie, de la mobilité et de l'environnement, dans un premier temps. Donc le projet s'est construit beaucoup autour de cette question de l'énergie et des nouvelles mobilités, de la transition énergétique à travers notamment un ensemble d'initiatives en matière de smart grid, et puis s'est déployé, et on le verra tout à l'heure, sur l'ensemble du champ de compétences de la métropole, y compris le champ social. Une dimension très forte et très importante de la ville intelligente, c'est un nouveau rapport à l'usager et aux citoyens. Et je crois que c'est un point clé, effectivement, du développement des villes intelligentes aujourd'hui. Ça permet effectivement d'impliquer le citoyen très en amont dans la définition des projets, et puis d'en faire aussi un acteur de l'innovation et de la conception des nouveaux projets. Alors pour ça, on a mis en place un certain nombre de produits, et j'y reviendrai. Mais c'est aussi une révolution pour la culture de cette métropole, de cette maison du Grand Lyon, composée d'experts. Et finalement, jusqu'à présent, les experts définissaient les projets, le faisaient valider par les élus, et puis on rentrait dans des phases de concertation qui étaient évidemment compliquées. Mais on sait que la concertation, je ne sais pas comment ça se passe ici en Suisse, mais arrive peu à mobiliser les citoyens. On a des associations où l'on voit beaucoup de cheveux gris ou de cheveux blancs. Et finalement, les citoyens vraiment concernés par les projets urbains sont très peu mobilisés dans ces phénomènes de concertation. Donc, d'une certaine manière, la ville intelligente et le développement du numérique a permis de changer la relation du citoyen avec la métropole et de participer, et on n'en est qu'au début, à un changement de culture de notre maison par rapport à l'usager et au citoyen, et de faire vraiment du citoyen un acteur, un coproducteur de la cité, voire un co-décideur. Voilà, et je le disais tout à l'heure, pour nous, évidemment, cette dimension de la transversalité était importante, parce qu'on est dans une maison métropole, 9000 personnes, évidemment, comme toute organisation. J'imagine, c'est peut-être un petit peu comme ça ici dans la banque, où on a tendance à travailler en silo. Il y a d'un côté l'urbain, de l'autre côté le social, et puis nous qui sommes dans le développement. Et tout l'enjeu de la ville intelligente, c'était aussi de concevoir une ville où, comme l'aime à dire Gérard Collomb, l'urbain et l'humain se rejoignent. On conçoit des projets urbains au service des citoyens. Et d'une certaine manière, la fusion du département
Et du Grand Lyon avait ce gros avantage, puisque dans le département, on avait d'abord une vocation sociale, donc on considérait le territoire à partir du citoyen, à partir de la personne handicapée, à partir de la personne âgée, à partir de la mère de famille, alors que du côté du Grand Lyon, on avait tendance à regarder la ville à partir des projets, de l'urbain, de l'immobilier, de la voirie, et finalement prenant peu en compte la dimension humaine. Et tout l'enjeu de cette fusion de deux collectivités, c'est d'arriver à prendre en compte plus ces deux dimensions de l'humain qui rencontre l'urbain. Et c'est finalement ça auquel aussi nous aide cette stratégie de ville intelligente, c'est aussi d'avoir un effet interne sur la capacité à marier ces deux problématiques. Alors, évidemment, on le signalait tout à l'heure, hein, la question de la donnée est évidemment essentielle, hein, et on y reviendra. On a mis en place effectivement un jeu de données publiques. Vous voyez 840 jeux de données publiques qui ont été mis à disposition des acteurs de la ville intelligente pour imaginer de nouveaux projets, et notamment dans les secteurs prioritaires qui avaient été définis, mobilité, santé, énergie. C'est aussi la capacité de faire vivre sur le territoire un ensemble de lieux d'innovation, de lieux où se rencontrent ces acteurs de la vie intelligente pour arriver à définir et développer de nouveaux projets. C'était évidemment l'enjeu de la connexion de 100% du territoire à la fibre, et on a pris pour ça des mesures complémentaires des opérateurs, mais pour essayer de les inciter à aller un petit peu plus vite dans la capacité à mettre le haut débit à disposition de l'ensemble des citoyens du territoire. C'était aussi accepter, nous, de rentrer dans une phase d'expérimentation. On est très contraints dans une collectivité publique en France, hein, par des DSP, par des appels d'offres. Évidemment, ça contraint beaucoup l'expérimentation sur laquelle on a besoin de travailler, décider très vite avec des startups sur des nouveaux projets. Donc c'est d'arriver à bousculer un petit peu les règles d'appel d'offres ou de délégation de services publics pour arriver à mettre en place des projets d'expérimentation avec des acteurs sans avoir la lourdeur de ces procédures qui parfois prennent des années et sont des freins à l'innovation et à l'expérimentation. Donc c'était être capable de favoriser cette expérimentation. Et puis, c'est d'inventer un événement qu'on appelle la rencontre de la métropole intelligente pour rassembler, partager et fédérer l'ensemble de ces acteurs pour construire ensemble cette ville intelligente. Et vous l'avez vu, on parle de ville co-intelligente pour indiquer à quel point, effectivement, cette ville intelligente, elle se construit avec le citoyen, certes, mais avec les partenaires, avec les scientifiques, avec les entreprises. Et évidemment, il ne s'agit pas pour la métropole de Lyon de concevoir cette ville intelligente en chambre et sans profiter de cette ébullition du territoire, ébullition créative, ébullition d'innovation, et qui génère évidemment de nouveaux projets. Alors c'était basé évidemment sur la donnée, hein, élément clé d'une ville intelligente, hein, c'est la capacité effectivement de mettre à disposition de tous ceux qui développent de nouveaux concepts, de nouveaux projets, de nouvelles expérimentations, des données. Et donc on a créé une plateforme, datagrandlyon.com, que vous pouvez visiter avec un certain nombre de partenaires privés, vous le voyez, et où on met un certain nombre de données à disposition de ceux qui veulent développer de nouveaux projets, soit sous forme de licences totalement ouvertes pour un grand nombre des données, hein, 98% des données qui sont sur cette plateforme sont ouvertes à tous ceux qui veulent les utiliser, et pour certaines données sous forme de licences, soit des licences dites engagées, où l'on met à disposition des données après authentification des utilisateurs, soit des licences associées, où là, effectivement, on a besoin de signer un accord de licence avec ceux qui les utiliseront. Et on a embauché à la métropole, il y a maintenant 2 ans, un Chief Data Officer, donc quelqu'un qui est vraiment chargé de faire vivre cette plateforme et de la développer. L'autre décision, c'était de créer un lieu d'expérimentation. Pour ceux qui ont l'occasion de visiter Lyon et d'arriver par la gare de la Part-Dieu, c'est sur cette place Béraudier là, qui est devant la gare, un lieu baptisé Tuba, et qui est un lieu d'innovation ouverte, profitant du trafic et du passage je crois, 150 000 passagers qui passent chaque année sur la gare pour profiter de ce flux de public pour mettre en œuvre, expérimenter de nouveaux services, de nouveaux usages.
Alors évidemment, on y accueille dans un centre de coworking des startups qui développent ces nouveaux usages, et puis on crée un centre d'événements qui favorisent l'innovation et la rencontre entre tous les acteurs du territoire. C'est un projet qu'on finançait au départ en grande partie, qui aujourd'hui est financé à 99% par des entreprises privées qui elles sont au nombre de 40, financent ce projet. Et bien sûr, l'avantage qu'on a à Lyon, d'une ville qui se transforme, d'une ville qui bouge, qui se transforme, c'était effectivement d'utiliser les grands projets urbains que vous connaissez peut-être, pour ceux qui visitaient Lyon régulièrement. C'est d'utiliser ces grands projets urbains, ces projets de développement comme lieu d'expérimentation privilégié de cette ville intelligente. Alors c'est évidemment en premier lieu ce nouveau quartier de Confluence, puisque là tout était possible, puisque c'est un quartier qui était complètement rénové. Mais c'était aussi utiliser la reconversion du grand centre tertiaire de la Part-Dieu pour mettre en œuvre de nouveaux services, notamment du numérique par rapport à ces implantations tertiaires. Et puis le quartier de Gerland, quartier dédié plus spécifiquement aux industries des sciences de la vie, et celui des Carrés de Soie, ancien site industriel. Donc ces grands projets urbains et les moyens qui ont été mis dans ces projets urbains par les développeurs privés notamment, nous ont permis de mettre en œuvre de nouvelles expérimentations. Et je vous présenterai tout à l'heure rapidement un projet développé avec l'aide du gouvernement japonais, de l'Agence des énergies nouvelles du Japon, qui s'est fait sur Confluence parce que, vu du Japon, Confluence semblait être un site un peu remarquable sur lequel on pouvait lancer une expérimentation de cette nature. Alors je vais parcourir rapidement quelques projets emblématiques et puis je m'arrêterai sur certains d'entre eux, mais vous pourrez le retrouver puisque j'ai compris que vous aurez cette présentation disponible sur Internet. Je vais parcourir quelques projets emblématiques et puis m'arrêter sur certains d'entre eux pour essayer d'éclairer sur certains des projets aussi les enjeux et les difficultés qu'on a pu avoir à les mettre en œuvre. Je passerai vite sur celui-ci parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, qui est effectivement tout l'enjeu de la manière dont le numérique nous aide à non pas résoudre les problèmes de pollution. C'est une des difficultés que l'on rencontre ici à Lyon, c'est effectivement les pics de pollution, notamment dans les périodes de beau temps, de haute pression. Et donc on a lancé effectivement des challenges d'innovation sur la qualité de l'air, et notamment pour favoriser des applications comme celles que vous avez montrées, qui permettent effectivement aux citoyens lyonnais non seulement de connaître le niveau de pollution là où il est, mais de pouvoir repérer quels sont les trajets qu'il va pouvoir utiliser sur lesquels la qualité de l'air sera la moins pénible. Mais aussi de le convaincre, c'est une des difficultés qu'on a les jours de pic de pollution, c'est que les gens sont persuadés que s'ils prennent leur voiture, ils sont moins soumis à la pollution que s'ils y vont en vélo ou en marche à pied. C'est en l'occurrence l'inverse. C'est effectivement de modifier les comportements des citoyens lyonnais au moment des pics de pollution pour que, contrairement à ce qu'ils ont le sentiment de faire, éviter de prendre leur voiture et de rajouter encore à la pollution une pollution supplémentaire. Donc un certain nombre d'initiatives sont menées dans le cadre de ces challenges d'innovation qui vont dans le sens. Autre domaine très, très différent, celui de l'eau, avec ce projet assez original qu'on a appelé Hublot, qui est développé évidemment avec Veolia, puisque Veolia est détenteur pour la métropole de la délégation de service public pour l'eau. Et vous voyez que c'est en même temps la capacité de mettre en œuvre un certain nombre de compteurs connectés pour aider les citoyens à gérer au mieux possible leur consommation d'eau, mais aussi de mettre plus de 5000 capteurs de fuite pour effectivement arriver à intervenir sur les fuites qu'il y a sur le réseau et ainsi de réduire le niveau de fuite qui représente un coût considérable par rapport à l'investissement que fait la ville de Lyon et la métropole de Lyon sur ce réseau. Beaucoup de développement autour, on l'a cité tout à l'heure, de ces réseaux intelligents d'électricité qui permettent effectivement notamment de gérer de manière intelligente l'arrivée des énergies nouvelles sur le réseau, de faire en sorte qu'effectivement ces énergies nouvelles puissent s'intégrer
sur le réseau et de permettre aux Grands Lyonnais de gérer le mieux possible leur consommation d'électrique avec la mise en œuvre à Lyon d'une initiative nationale, qui est la mise en place de compteurs communicants Linky, mais qui ont été développés à Lyon en phase d'expérimentation. Plus de 175 000 compteurs communicants qui ont été déployés entre mars 2010 et mars 2011 sur la métropole et qui permettent aux Grands Lyonnais, avec leurs tablettes, de gérer, on l'espère, le mieux possible leur consommation électrique et aussi d'être conscients effectivement de la consommation électrique de leurs différents appareils ménagers et de pouvoir ainsi réguler en fonction des heures de consommation le mieux possible leur consommation électrique. J'y reviendrai parce que c'est effectivement un des enjeux de la ville intelligente, c'est non seulement de mettre à disposition des outils numériques aux citoyens et aux usagers, mais de faire en sorte qu'ils sachent l'utiliser et qu'ils aient envie de les utiliser. Et vous verrez tout à l'heure que c'est une des difficultés auxquelles on a été confronté. Je passe rapidement sur des sujets liés notamment à la dimension sociale, pour dire qu'on essaye aussi de mettre en place des hackathons, des week-ends d'innovation et de créativité pour essayer de faire émerger des solutions et des innovations, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, pour favoriser l'émergence de nouveaux projets. Et par exemple, ce Hacking Health qui a eu lieu il y a quelques mois à la métropole de Lyon a permis de générer de nouveaux projets, notamment par rapport à la politique de personnes âgées et la capacité à permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles et de continuer à vivre chez elles. Au sein de la métropole, s'est développé depuis quelques années un laboratoire qui s'appelle Erasme, qu'on rebaptise Urban Lab, qui est un service de notre métropole. Et vous voyez la photo qui est installée sur un pôle image de la ville urbaine qui s'appelle Pixel, et qui est un lieu un peu original où l'on essaye de repenser nos politiques publiques en faisant participer les citoyens et les usagers à la conception de nouveaux projets. C'est ainsi qu'on a utilisé Urban Lab pour repenser nos collèges, pour repenser les services d'une de nos gares SNCF, de la gare Saint-Paul, qu'on l'a utilisé récemment pour repenser la manière dont on concevait la maison des étudiants, qui est la maison qui accueille notamment les étudiants étrangers. Donc c'est en même temps un lieu de workshop, un laboratoire où on utilise le numérique, mais aussi un certain nombre d'outils plus classiques pour arriver à mettre en œuvre, à travers des ateliers et des week-ends de travail, de nouveaux projets urbains. On passe là à la mobilité avec une initiative lancée par une start-up lyonnaise qui s'appelle Navly, d'un véhicule sans chauffeur électrique qui peut transporter 8 personnes et qu'on a mis en place de manière expérimentale 2 navettes qui permettent effectivement de traverser le nouveau quartier Confluence. Et c'est un véhicule électrique qui a des déploiements importants sur l'ensemble de la planète aujourd'hui, notamment sur les grands parcs d'exposition, sur les campus universitaires, des lieux effectivement où l'on peut transporter des passagers d'un point précis à un autre. Voilà une initiative un petit peu originale de véhicules électriques qui est mise en place sur le quartier de Confluence. Expérimentation plus classique d'autopartage de véhicules électriques. On retrouve un certain nombre de villes en France et en Europe, développées évidemment avec la société Bolloré. Vous savez qu'à Lyon avait été mis en place la première initiative de partage de vélos, baptisée Vélove. Alors on a beaucoup parlé du Vélib parisien, mais qui a été développé 3 ans après le Vélove, il y a 12 ans maintenant. Et on est d'ailleurs en train de renouveler le marché de Jean-Claude Decaux pour les Véloves en mettant en place des véhicules électriques. On va mettre à disposition effectivement des Grands Lyonnais des véhicules électriques avec des systèmes de location de batterie qui permettront aux gens effectivement de prendre un vélo en autopartage, mais en ayant avec eux leur propre batterie. Initiative un peu récente, un peu originale, un couloir de bus dynamique. On a fait le constat que c'était un petit peu dommage de geler un couloir de bus
pour un bus qui passe toutes les 7 minutes en heure de pointe, voire tous les 12 ou 15 minutes en heure de journée. Et donc on a mis en place ce système qui permet d'affecter une voie de bus temporairement une voie normale, de mettre temporairement à disposition des bus par un système de LED et un système de signalétique évidemment pour que au moment où le bus passe, les véhicules sachent qu'ils ne peuvent pas emprunter la voie de bus. Première initiative cette année, entre janvier et mars 2017, sur l'avenue La Cassagne à Lyon, et qui a plutôt bien fonctionné, qu'on va renouveler sur un certain nombre d'axes de la métropole. Alors on développe aussi au sein de notre équipe numérique de la métropole un certain nombre d'initiatives. Le pass urbain, donc là l'objectif de ce pass urbain, comme son nom l'indique, c'est d'avoir une seule carte pour avoir accès à un certain nombre de services mis en place sur la métropole, d'avoir une seule carte qui vous permettra en même temps de prendre le bus, de stationner dans les parkings, de payer votre péage sur le boulevard périphérique, mais aussi d'utiliser un certain nombre de services de l'Office de tourisme ou d'aller voir les matchs de l'Olympique Lyonnais au stade des Lumières, au Groupama Stadium, pardon, puisque c'est le nouveau nom du stade de l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc ça, c'est un service qui est développé par les équipes de la métropole, avec l'aide évidemment de grandes sociétés informatiques, avec un premier déploiement pour 4000 usagers à la fin 2017, l'objectif étant d'ouvrir effectivement ce pass urbain à l'ensemble des citoyens gros-lyonnais, petit à petit, d'y associer de nouveaux services. On va passer notamment aux bibliothèques très, très rapidement, et puis évidemment aux équipements sportifs. L'idée étant qu'à terme, d'ici 2 ou 3 ans, avec cette simple carte, vous pourrez avoir accès à l'ensemble de ces services sur la métropole de Lyon. Autre projet qu'on développe, c'est celle d'un guichet numérique, où là, effectivement, c'est non pas l'accès avec une carte à l'ensemble de services, mais la possibilité, effectivement, pour l'usager d'avoir accès sur son smartphone à un certain nombre de services publics pour simplifier l'accès de ces services publics en ligne. Alors, on le fait avec quelques communes pilotes de la métropole, en l'occurrence 6, avant de déployer ça sur les 59 communes de la métropole. L'idée aussi, à travers ce guichet numérique, c'est de permettre aux citoyens de signaler des problèmes sur l'espace public pour ensuite pouvoir réagir très vite si effectivement les citoyens usagers nous signalent qu'il y a eu un problème sur l'espace public, un problème de voirie, un trou qui s'est formé dans une chaussée, ou par exemple une mère de famille qui repère que dans le parc où jouent ses enfants, il y a des débris de verre parce qu'une bouteille s'est cassée. Pourquoi je signale cela? Parce qu'à travers la mise en place de ce guichet numérique, on voit que c'est toutes les services de la métropole qui sont impactés, parce qu'à pratiquement vous permettez aux citoyens de signaler avec son smartphone un problème qu'il détecte dans l'espace public. Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez très vite intervenir pour réparer la difficulté. Et donc les services urbains ont beaucoup résisté à la mise en place de ce guichet numérique, considérant qu'effectivement, à partir du moment où on allait le proposer aux citoyens, ça allait pour eux provoquer des pressions très fortes pour réparer les problèmes qui se posent sur l'espace public. Bon. Ça a aussi un impact, je pense, citoyen, c'est-à-dire la mère de famille qui repère qu'il y a sur les jeux d'enfants où jouent ses enfants un peu de verre parce qu'une bouteille s'est cassée, peut aussi se faire la réflexion que plutôt que d'aller déranger une équipe de la métropole, elle peut peut-être simplement demander aux commerçants d'à côté un balai et puis ramasser elle-même le verre et le jeter. Donc derrière ça, il y a toute la question effectivement de la relation du citoyen avec les services publics et une forme aussi de capacité à entraîner l'usager et les citoyens vers ce type de comportement et de faire des citoyens responsables. Voilà, donc ça, sur ce projet de guichet numérique et de compte unique de territoire, puisque derrière, il y a aussi la possibilité pour les citoyens de ne remplir qu'une fois ses données personnelles et éviter qu'à chaque fois qu'il va dans un service public, il ait à remettre l'ensemble de ses données personnelles. C'est l'idée d'un compte unique de territoire qui fait que quand le citoyen grand lyonnais remplit l'ensemble de ces informations pour un service de la métropole ou de la ville ou de l'État,
ces informations soient une fois pour toutes enregistrées et qu'il n'ait pas à les re-rentrer à chaque fois qu'il va sur un autre service public. Donc ce sont des déploiements importants, lourds, hein, c'est plusieurs millions d'investissements qui sont investis par la métropole pour développer ce type de projet. Projet un petit peu plus classique, hein, celui effectivement, on en parlait tout à l'heure de la gestion des déchets, hein, c'est effectivement d'arriver à mettre en place des capteurs pour arriver à mieux anticiper et réduire le nombre de collectes qui sont faits par nos services d'enlèvement des déchets à travers des capteurs sur les poubelles, mais aussi à travers l'analyse des temps passés par les reapers pour arriver à effectivement coordonner en même temps la nature des déchets qui sont mis par les habitants du Grand Lyon et le temps disponible des agents pour essayer d'optimiser leur déplacement. C'est un programme qui vient d'être mis en œuvre avec l'aide de Veolia et d'une start-up lyonnaise qui s'appelle ForCity, hein, qui est née il y a 3-4 ans et qui nous aide sur beaucoup de ces programmes de ville intelligente, qui fait notamment beaucoup de modélisation urbaine. Je vais avancer peut-être pour m'arrêter sur ce projet un petit peu original, développé sur le Confluence, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un projet baptisé Lyon Smart Community et qui a cette originalité qu'il a été financé à 100% par le gouvernement japonais. Donc c'est quand même assez original qu'un projet en France, à Lyon, ait été financé, c'était quand même 50 millions d'euros par l'Agence des énergies nouvelles du Japon. L'idée pour le Japon, à travers ce programme, c'était de permettre à des technologies japonaises de se déployer en Europe, d'avoir un lieu d'expérimentation pour voir comment des technologies développées au Japon pouvaient s'adapter à une réalité française, en l'occurrence lyonnaise. Et donc ce projet s'est construit autour, d'une part, d'un projet immobilier, donc la construction de bâtiments et de logements et des bâtiments tertiaires développés par Bouygues Immobilier, mais avec un projet conçu par un grand architecte japonais, Kengo Kuma. Évidemment, bâtiments intelligents, évidemment, bâtiments produisant plus d'énergie qu'il n'en consommait, et puis un système pour les citoyens, les habitants de ces bâtiments, de véhicules en autopartage, avec la capacité pour ces véhicules électriques d'appeler uniquement de l'énergie renouvelable, hein, de la Compagnie nationale du Rhône, et puis pour ces habitants, mais aussi pour les immeubles du quartier, la mise en place effectivement d'un suivi de consommation électrique par les habitants à travers la mise en place de ces tablettes baptisées consotables qui permettaient effectivement aux habitants de gérer au mieux leur consommation électrique. Voilà, et tout ceci avec un système de monitoring énergétique au niveau du quartier, un CMS qui a été développé. Donc ce programme a été confié à la société Toshiba, en partenariat avec un certain nombre de start-up françaises, japonaises, et puis quelques grandes entreprises françaises comme EDF ou comme Bouygues Immobilier. Toutes les conclusions de cette expérimentation n'ont pas été positives, notamment le système de mobilité n'a pas vraiment fonctionné, non pas que l'énergie fournie n'était pas de bonne qualité, mais parce que le système n'a pas trouvé sa réalité économique, que finalement les usagers du quartier n'ont pas vraiment utilisé les véhicules électriques. Il y a eu des problèmes d'utilisation des tablettes par les habitants, parce qu'ils n'ont pas forcément tous trouvé l'intérêt d'utiliser ces tablettes par rapport à la gestion de leur consommation électrique. Et de même qu'on a eu quelques problèmes sur le CMS. Toujours est-il que cette expérimentation nous a permis d'avancer sur l'ensemble de ces sujets, et cette expérimentation se poursuit à travers un programme européen qui s'appelle Smarter Together, et qui nous permet, à travers là, non plus des financements japonais, mais des financements de l'Union européenne, de continuer à développer un certain nombre de ces projets dans le cadre de ce partenariat avec notamment les villes de Munich et Vienne, et vous le voyez, quelques partenaires privés. Alors toujours sur ce quartier de Confluence se développent de nouveaux projets, hein, développés là par un consortium de grandes entreprises, hein, vous le voyez, qui sont ici, et notamment Bouygues Immobilier qui construit ce nouveau quartier de la ville. Et pour ce quartier-là, effectivement, on a accepté de contractualiser avec l'ensemble de ces acteurs sans passer par un appel d'offres de promoteurs-constructeurs, considérant qu'on était là dans une prise de risque, dans un quartier innovant,
dans un démonstrateur de ville durable et qu'on pouvait effectivement, pour cela, s'exonérer d'une procédure d'appel d'offres qui nous est normalement imposée évidemment par les règles publiques. Voilà, je vais avancer encore. Alors, on a déjà évoqué la question du remix, hein, cette capacité qu'on a sur un certain nombre de projets urbains à essayer de repenser des projets à travers, vous le voyez, hein, cette approche créative, disruptive, en mobilisant les usagers et en concevant de nouveaux projets à travers des ateliers, des workshops avec, que ce soit les étudiants, les collégiens ou les usagers de la gare Saint-Paul. Et puis évidemment, tout ça ne fonctionne que si les citoyens grands lyonnais et les entreprises sont connectés à la fibre optique. Et parce que, évidemment, pour nous, c'était un enjeu que notamment tous les sites économiques du Grand Lyon soient connectés à la fibre optique, on a décidé de lancer un réseau d'initiative publique uniquement à destination des acteurs économiques, hein, pas à destination des particuliers. Donc on laisse les collègues de Swisscom, Orange, SFR ou autres continuer le déploiement de la fibre sur le territoire du Grand Lyon pour les particuliers, mais on a doublé par un réseau d'initiatives publiques pour connecter l'ensemble des zones d'activité, l'ensemble des immeubles d'entreprise. Et c'est un réseau qui est en train de déployer, qui permettra à tous ces sites d'être connectés à la fibre optique dès début 2018. Donc la connexion est en cours. Et enfin, effectivement, je disais que tous ces projets et beaucoup d'autres hein, qui sont en œuvre sur le territoire des métropoles ne peuvent se mettre en œuvre que si vraiment ils se font dans le cadre d'une action collective, hein, qu'ils arrivent à mobiliser l'ensemble de la créativité, des forces innovantes du territoire. Et on a donc inventé ce concept de rencontre de la métropole intelligente qui avait lieu au départ une fois par an et que maintenant on renouvelle un peu comme vous le faites ici, dans le cadre de séminaires réguliers qui rassemblent l'ensemble des acteurs pour effectivement partager avec les startups, partager avec les laboratoires universitaires, partager avec les grandes entreprises nos préoccupations en tant que métropole, hein, sur tous ces sujets de mobilité, de l'environnement, de l'énergie, du numérique, de partager avec eux nos projets pour qu'effectivement ils connaissent nos préoccupations et qu'ils puissent ensemble avec nous imaginer de nouveaux programmes, de nouveaux projets et être à l'initiative de nouveaux programmes, de nouvelles applications. Voilà, peut-être en conclusion, je vais revenir sur cette slide pour ne pas vous laisser dans la nuit. Quelques éléments de réflexion hein, pour conclure ma présentation. J'ai encore 3 minutes, je pense que ça me suffira à partager avec vous quelques préoccupations par rapport à ce développement des villes intelligentes. J'ai beaucoup insisté, je ne reviendrai pas, mais sur l'impact effectivement que la ville intelligente et que le développement numérique a dans la relation que la métropole a avec l'usager et le citoyen. Ça, c'est effectivement un vrai bouleversement pour notre collectivité, que le développement du smartphone, que les réseaux sociaux, que l'accès à l'information fassent qu'effectivement la relation de l'expert de l'urbanisme, de l'expert de l'ingénieur avec le consommateur, le citoyen, l'usager s'est transformée et qu'il faut vraiment considérer que c'est une chance. C'est une chance pour développer des projets urbains qui correspondent mieux aux attentes des citoyens, pour les intégrer plus tôt dans la définition des projets et pour faire en sorte qu'effectivement les projets qu'on construit, qu'on conçoit, soient le plus en phase avec ceux qui vont en bénéficier et éviter, même si on ne les évitera jamais, toutes les contestations, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en France sur certains grands projets publics et qui font que malheureusement certains projets d'utilité publique, hein, sans faire de polémique, on peut penser à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou à des projets touristiques autour de Romans, n'arrivent pas à se faire parce qu'il y a cette opposition très très forte. Alors, je ne dis pas que ceci peut l'éviter, mais je pense qu'effectivement associer les citoyens le plus en amont possible à la définition des projets me semble être quand même un gage que ces projets peuvent se faire dans la durée et sans trop d'opposition. Le deuxième enjeu, c'est effectivement la capacité à mobiliser les forces vives du territoire, notamment les startups. Hein. C'est vrai qu'on est dans un bouillonnement à Lyon d'initiatives, de petites entreprises numériques qui naissent, qui développent de nouvelles applications. Donc c'est de faire en sorte que
qu'on puisse utiliser, nous, ces startups, qu'on les intègre à nos projets, hein, et donc d'arriver à être ouvert en matière d'expérimentation. Donc on a un club innovation au sein de la métropole où régulièrement on accueille des startups, on regarde leurs projets, on essaie de voir comment on peut les aider à développer de nouvelles applications. Donc c'est effectivement s'ouvrir à cette intelligence du territoire, à toutes ces initiatives qui existent. Troisième enjeu important, c'est celui de la formation et du numérique. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup en France, et à Lyon notamment, du fait qu'on manque de compétences en matière de numérique. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui existe ici à Genève, dans le canton de Vaud, mais on a beaucoup de mal à recruter des codeurs, des gens du numérique. Hein, et la ville intelligente, c'est évidemment, ça fait appel à beaucoup de ressources dans ce domaine. Le ministre d'Enseignement supérieur et de la Recherche disait qu'il n'y avait que 8% des bacheliers français qui se dirigeaient vers le numérique et 55% vers des formations qui débouchaient malheureusement sur peu de chances sur l'emploi. Donc il y a un vrai sujet autour de la capacité à mobiliser, à sensibiliser sur l'importance du numérique auprès de nos jeunes notamment, pour qu'ils se dirigent vers ces formations. Et on est même jusqu'à aujourd'hui mettre en place, hein, vous savez que Xavier Niel a mis en place l'école 42 à Paris, hein, pour former au numérique des gens qui n'ont aucune formation et qui même sont parfois des décrochés de l'éducation. Et on lance avec la région Auvergne-Rhône-Alpes un projet similaire sur Confluence pour effectivement former y compris des bénéficiaires du RSA, des chômeurs de longue durée au numérique et en faire des codeurs. Une dernière dimension, c'est effectivement la fracture numérique. Hein, c'est de s'assurer qu'on ne laisse personne à côté du chemin dans cette évolution de notre métropole vers toujours plus du numérique. Et cette fracture numérique, ce n'est pas forcément un problème de génération. Hein, des études le montrent, je ne sais pas si vous le confirmerez, mais que ce n'est pas une question d'âge. Hein. Enfin, je pense qu'on a autour de nous tous des grands-mères ou des grands-pères qui sont des fanatiques des réseaux sociaux ou du numérique. C'est finalement, on retrouve dans la fracture numérique beaucoup des fractures sociales, en fait, qui sont liées à des niveaux d'éducation. Et donc, il y a aussi autour de ces enjeux des métropoles intelligentes un grand enjeu d'éducation, de formation, non pas de former des jeunes au numérique, mais aussi de former nos populations à l'utilisation de ces smartphones. Ça paraît très simple, mais finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi facile que ça, et de s'assurer que quand on met en œuvre cette métropole intelligente, on prend en compte aussi cette dimension de la personne et de sa capacité à utiliser les services que l'on va mettre en œuvre. Voilà, j'en dirai pas plus. Je pense qu'on pourra peut-être approfondir au niveau du débat un certain nombre de points. Et puis en tout cas, merci de votre écoute, et j'espère que ce que je vous ai dit vous aura un petit peu éclairé ou sensibilisé à ces préoccupations. Merci beaucoup.